Merci d'avoir téléchargé le livre de la bibliothèque électronique gratuite royalib.com, http://royalib.com. Tous les livres de l'auteur, http://royalib.com/auteur/lavrov-sergei.html. Le même livre dans d'autres formats, http://lavrov-tiret-sergei/interview-programme-tiret-canal-sienant.html. Bonne lecture. Texte intégral de l'interview du ministre des Affaires étrangères de Russie S.V. Lavrov à l'émission Amant pur sur la chaîne de télévision CNN Moscou, 12 octobre 2016. Question: la situation dans le monde en ce moment est très compliquée et douloureuse. Ce qui se passe en Syrie a provoqué une grande discorde dans le monde entier. Au Royaume-Uni, les gens disent que la population civile a subi le plus gros bombardement depuis les frappes aériennes nazies sur Guernica pendant la guerre civile espagnole. Le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré qu'il ne suffisait plus que la Russie et le régime, c'est-à-dire les autorités syriennes, expliquent au monde pourquoi les hôpitaux, les établissements de santé, les femmes et les enfants sont ciblés. Pourquoi agissez-vous ainsi? S.V. Lavrov, je pense que toutes les déclarations doivent être étayées par des preuves. Par exemple, dans le cas des accusations contre la Russie d'avoir organisé des attaques de pirates informatiques contre le Parti démocrate américain, nous n'avons jamais reçu d'informations confirmant ces accusations. Nous avons demandé des faits. Nous avons insisté pour qu'une enquête soit ouverte sur l'attaque du 19 septembre contre un convoi d'aide humanitaire à Alep. Comme l'a déclaré mon ami et récemment collègue, le ministre britannique des Affaires étrangères B. Johnson, cela est dû à des considérations purement politiques. Question: mais il accuse la Russie d'avoir attaqué le convoi. S.V. Lavrov, ce sont les déclarations arrogantes habituelles. B. Johnson est une personne très polyvalente. Comme vous le savez, lorsqu'il était maire de Londres, il était un très bon ami de la Russie et est devenu célèbre pour sa participation à des festivals russes à Londres. Maintenant, me semble-t-il, il est prêt à jouer le rôle d'un procureur internationalement reconnu de la Haye, surtout à la lumière de la décision de nos collègues britanniques d'ajouter « mais vous ne pouvez pas » au slogan « oui, vous pouvez ». L'incarnation de cette approche a été le retrait des forces armées britanniques de la juridiction de la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a un besoin de clarté sur ces questions. Nous sommes ouverts à la discussion de telles questions. Nous ne refusons jamais les contacts. Nous voulons discuter de sujets existants et nous efforcer de parvenir à la vérité, et pas seulement nous lancer des accusations sans aucune raison. Question: considérant ce qui se passe actuellement et ayant une image des satellites, sachant que seules deux parties, la Russie et la Syrie, ont des forces aériennes dans la région d'Alep, elles ont également des munitions en canon, la majorité dans le monde pense que la Russie est impliquée dans ce et, au minimum, n'essaie pas d'empêcher la Syrie d'utiliser ces bombes. Au nom de la communauté internationale, je voudrais vous demander pourquoi la Russie attaque les infrastructures civiles, ou pourquoi elle permet aux Syriens de le faire. Comme vous le savez, la Russie est désormais accusée d'avoir commis des crimes de guerre. S.V. Lavrov, nous pourrions discuter du sujet des crimes de guerre dans un format approprié. Pour ce faire, il existe certaines procédures internationalement reconnues, et il vaut mieux utiliser de tels moyens à cette fin, et non les médias. Malheureusement, un certain nombre de mes collègues veulent juste s'éclairer avec de telles déclarations. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a ordonné une enquête sur l'attaque contre un convoi d'aide humanitaire. Toute personne disposant d'informations relatives à ce qui s'est passé doit respecter l'enquête et la mettre à la disposition du secrétaire général de l'ONU. Quant aux demandes d'arrêt des hostilités à Alep, lorsqu'en août et septembre les combattants de Jabhat al-Nosra et de ses forces affiliées à l'est d'Alep ont pris une position catégorique et bloqué l'acheminement de l'aide humanitaire le long de la route de Castello, qui, soit dit en passant, a subi hier un violent bombardement, disant qu'il frapperait tout convoi humanitaire suivant la route de Castello, personne n'a levé le petit doigt, personne ne s'en souciait. Quand j'en parle avec J. Kerry et d'autres, ils disent qu'ils ne se souviennent de rien de ce genre. Mais je m'en souviens. Cet ultimatum à Jabhat al-Nusra et au groupe qui lui sont proches a été lancé lorsque j'ai rencontré John Kerry à Genève le 26 août. Cependant, le problème clé est l'incapacité totale des États-Unis et des membres de la coalition qu'ils dirigent à désengager les forces modérées de Jabhat al-Nosra. Selon les accords russo-américains, il s'agit d'une tâche prioritaire. Des collègues américains, dont le directeur de la CIA J. Brennan, ont promis en février de cette année qu'ils n'auraient besoin que de 2 semaines pour désengager les forces modérées désireuses de coopérer avec la coalition de Jabhat al-Nusra. Ils n'ont pas fait ça. Nous avons maintenant l'impression que les États-Unis et d'autres veulent en fait garder Jabhat al-Nusra au cas où ils devraient engager le plan B. Question: Monsieur Lavrov, je veux vous montrer une photo. S.V. Lavrov, bien sûr. Question: en août, cette photo a fait le tour des médias.
C'est un petit garçon, il s'appelle Omran Daknish. Il a 5 ans. Ce n'est pas un terroriste. Il s'agit d'un garçon entouré de soldats dans la ville assiégée d'Alep. S.V. Lavrov, naturellement. Question, que pouvez-vous dire aux civils qui ne demandent qu'à être épargnés par les bombardements? C'est un crime de guerre. S.V. Lavrov, comme je l'ai déjà dit, il est nécessaire d'enquêter sur les crimes de guerre. Question, que pouvez-vous dire à des gens comme la famille de ce garçon? S.V. Lavrov, c'est une tragédie, une vraie tragédie. Il devrait insister pour que l'opposition modérée qui veut les protéger se sépare de Jabhat al-Nusra. Question, alors laissez-moi vous demander. Vous avez parlé de l'accord entre la Russie et les États-Unis pour assurer un cessez-le-feu. L'accord a échoué moins d'une semaine plus tard. À notre connaissance, selon des personnes qui ont vu les documents de leurs propres yeux, vous aviez prévu d'instaurer un cessez-le-feu d'au moins une semaine et de travailler ensemble pour séparer l'opposition des terroristes. Mais le régime de cessez-le-feu a été rompu avant même l'expiration de cette période. S.V. Lavrov, lors de la rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Barack Obama en Chine le 6 septembre, nous avons insisté sur le fait qu'avant l'annonce du cessez-le-feu, les États-Unis doivent respecter leur engagement de longue date de séparer l'opposition modérée et le Jabhat al-Nusra. En fin de compte, nous étions d'accord avec l'approche américaine d'établir un cessez-le-feu de 7 jours, au cours desquels les États-Unis devaient achever la sécession. Question, autant que je sache, la séparation aurait dû avoir lieu après l'introduction du régime. Comment diviser ces factions sans cessez-le-feu? S.V. Lavrov, une seconde. Nous avons instauré un cessez-le-feu. Mais à peine 3 jours après le début de cette période de 7 jours, la coalition américaine bombarde la base syrienne de Deir ez-Zor. Ils ont déclaré que c'était une erreur. Mais j'ai lu une déclaration du porte-parole du commandement central des États-Unis, le colonel J. Thomas, qui a déclaré que cette erreur était en cours de préparation depuis 2 jours entiers sur la base de renseignements très fiables. Je ne pense pas qu'il soit possible de contourner cette situation aussi facilement, car immédiatement après cette frappe erronée, l'État islamique est passé à l'offensive contre Deir ez-Zor. Question, suggérez-vous que les États-Unis aient un intérêt à se plier aux terroristes islamiques? S.V. Lavrov, je ne sais pas. Question, monsieur le ministre. S.V. Lavrov, Al-Qaïda est apparu à la suite du soutien américain aux Moudjahidines en Afghanistan. Soit dit en passant, selon les listes d'organisations terroristes des Américains et de l'ONU, Jabhat al-Nusra est une autre incarnation d'Al-Qaïda. Et ISIS est apparu après l'invasion américaine de l'Irak, comme vous le savez. Interrogation, vrai. Mais vous ne pensez pas que les États-Unis soutiennent ISIS, n'est-ce pas? N'aggravons pas les choses avec des accusations. S.V. Lavrov, je ne veux pas les soupçonner de soutenir le terrorisme. Mais leurs actions concernant Jabhat al-Nusra, de mon point de vue, semblent très suspectes. Question, John Kerry et vous êtes probablement intéressé par un accord pour une trêve et un cessez-le-feu. Croyez-vous toujours qu'il peut y avoir une solution politique à la situation en Syrie? La plupart des gens pensent qu'un diplomate très intelligent, S.V. Lavrov, a trompé J. Kerry afin de pouvoir prendre pied dans la zone de conflit au nom de son client B. Assad et tenter de capturer Alep afin que B. Assad reçoive un nombre de territoires peuplés. S.V. Lavrov, si nous parlons de qui est lié à qui, un client ou non, alors nous voulons tenir une réunion des pays qui influencent directement ce qui se passe dans la zone de conflit, s'il s'agit de pays qui y sont présents à l'invitation du gouvernement syrien ou sans invitation, qu'il s'agisse de pays exerçant une influence en parrainant des groupes opposés au gouvernement. Question, avez-vous un plan pour une telle rencontre? S.V. Lavrov, je pense qu'il est temps pour nous d'arrêter de compter sur les émigrés qui se disent représentants de l'opposition, sur le capricieux Comité supérieur des négociations, HCP, qui a démontré sa totale irresponsabilité. Je suis étonné que nos amis occidentaux qui ont créé le groupe des Amis de la Syrie continuent d'insister sur le fait que ce comité est le seul groupe d'opposition avec lequel il est logique de négocier. Question, alors vous ne les reconnaissez plus? Sergueï Lavrov, je n'ai pas dit cela. Nous les avons invités, nous voulons les rencontrer. Ils essaient de gonfler leurs valeurs et refusent de nous rencontrer tant que B. Assad ne quitte pas son poste, ce qui est totalement contraire à la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais les pays qui peuvent exercer une influence directe dans la zone de conflit, parmi lesquels, sans aucun doute, la Russie et les États-Unis, ainsi que 3 ou 4 pays de la région du Moyen-Orient, devraient se réunir dans ce format étroit et discuter de tout de manière professionnelle, et non dans l'esprit des discussions à l'Assemblée générale des Nations unies. Question, quand prévoyez-vous de vous rencontrer? S.V. Lavrov, la réunion est prévue pour samedi prochain. Question, cela peut à juste titre s'appeler des nouvelles. S.V. Lavrov, oui, ce sont des nouvelles qui, je l'espère, ne resteront pas que des nouvelles, mais lanceront un dialogue sérieux basé sur les principes d'un accord entre la Russie et les États-Unis, qui a été accepté par beaucoup avec approbation, mais,
malheureusement, n'a pas eu lieu. Encore une fois, Jean indiquerait la raison, il s'agit d'une violation du cessez-le-feu par la coalition américaine, qui a attaqué les troupes gouvernementales syriennes, ce qu'elle n'aurait pas dû faire et, comme on l'a dit, ce n'était pas prévu. Une autre exigence très précise que les États-Unis n'ont pas pris la peine de respecter était un accord très détaillé sur le retrait de l'équipement militaire des forces gouvernementales d'un côté de la route de Castello, des forces de l'opposition de l'autre côté de la route. La distance pour les armes lourdes et le personnel a été convenue, respectivement 1,5 et 3 km. Lorsque nous avons essayé de redéclarer un cessez-le-feu, il a été convenu que le retrait des armes ferait partie de l'accord. Pendant les 3 jours de silence, les approvisionnements humanitaires devaient transiter par la route de Castello. Mais la coalition américaine a déclaré qu'elle n'était pas sûre que l'opposition retirerait l'équipement. On s'est donc rendu compte qu'il n'avait pas une influence sérieuse sur l'opposition. C'est pourquoi la participation des représentants régionaux est très importante. Je pense que ce serait plus productif. Question: qui entendez-vous par représentants régionaux? S.V. Lavrov, plusieurs pays que vous connaissez. Q. Iran, Arabie Saoudite, Turquie. S.V. Lavrov, Turquie, Arabie Saoudite, éventuellement Qatar. Question: avant d'aborder le scandale des pirates informatiques impliquant la Russie et les États-Unis, qui a également provoqué la crise, je voudrais poser une dernière question sur la Syrie. Vous avez dit vouloir poursuivre les négociations. Alors quels sont vos objectifs militaires? Tout le monde pense qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit. Mais il semble que la Russie cherche juste sa solution militaire, veut au moins s'emparer d'Alep pour qu'il reste avec Bachar al-Assad dans les derniers jours de l'administration Obama. C'est ce que pensent les Américains. Est-ce votre plan? S.V. Lavrov, pas. En parlant d'Alep, nous avons apporté un sérieux soutien à l'initiative de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Syrie, S. de Mistura. Il a proposé de permettre à Jabhat al-Nusra de quitter l'est d'Alep avec des armées, comme il l'a dit, avec dignité, malgré toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et les interdictions de conclure des accords avec des terroristes. Nous avons soutenu cette initiative de S. de Mistura afin de permettre à Jabhat al-Nusra de partir avec les opposants modérés qui veulent également quitter le territoire. Et l'opposition modérée qui reste à Alep serait invitée à signer un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement. Tout cela était en fait dans le projet de résolution que nous avons envoyé au Conseil de sécurité de l'ONU pour vote immédiatement après le blocage d'un document français très partial. Le projet de résolution russe soutenant la proposition de S. Cependant, nous restons convaincus qu'il faut donner une chance au plan de S. Mistura. Maintenant, nous travaillons à sa promotion auprès des gens sur le terrain. J'espère qu'il y aura bientôt des progrès sur cette question. Sans séparer les terroristes et les expulser. Envoyons-les à Idlib, la capitale de Jabhat al-Nusra. Il sera ainsi plus facile pour nous tous, les forces combinées, de combattre ces groupes. Sinon, je ne pense pas que l'on puisse s'attendre à ce que l'armée syrienne arrête la lutte contre Jabhat al-Nusra, qui se cache derrière la population civile comme un bouclier. Nous avons pris et continuerons de prendre toutes les mesures nécessaires, nous recommanderons à l'armée syrienne d'être très précise et déterminée dans ses actions contre Jabhat al-Nusra. Mais Jabhat al-Nusra ne peut être toléré. Nous ne voulons vraiment pas le croire, mais il nous semble que nos partenaires au Moyen-Orient. Question: c'est votre opinion? Selon l'ONU, il n'y a qu'environ 900 personnes de Jabhat al-Nusra et 275 000 civils, dont des femmes et des enfants, à Alep. Je pense que la seule question est, voulez-vous emprunter le mauvais chemin, du mauvais côté de l'histoire? Vous voulez soutenir des massacres de civils? Est-ce vraiment cela qui peut redonner à la Russie sa grandeur, renforcer sa position au Moyen-Orient? Construire une base là-bas sur les cadavres d'enfants et de femmes? S.V. Lavrov, ce sont ces 250 000 civils dont vous vous souciez qui pensent que si cela aidera à expulser quelques milliers de terroristes de la ville et à sauver 250 000 de vies, alors ils sont d'accord. Et c'est pourquoi nous devons faire avancer le plan de S. de Mistura. Soit dit en passant, il y a à peine 2 jours, Jabhat al-Nusra a conclu un accord avec Ahrar al-Sham, un groupe qui ne figure pas sur la liste des terroristes de l'ONU, qui, selon nous, devrait être reconsidéré, ainsi que le statut d'un quelques dizaines d'autres organisations, considérées comme modérées par les États-Unis. Il, et ce n'est pas permis, s'associe à Jabhat al-Nusra à Alep et dans de nombreuses autres parties de la Syrie. Lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de résoudre la crise syrienne, plusieurs domaines ont été envisagés dans lesquels la communauté internationale pourrait agir, et l'un d'entre eux était la lutte contre le terrorisme. D'autres domaines comprennent la cessation des hostilités, les questions humanitaires et le processus politique. Chacun de ces domaines doit être travaillé en substance.
Selon la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, il ne devrait y avoir aucune condition préalable. Quant à savoir si de quel côté de l'histoire nous serons, des questions de savoir si la Russie est un grand pays ou un pays paria, n'en déplaise, selon la tradition séculaire, nos amis anglo-saxons entreprennent de décider quel pays est digne et lequel est un paria. Ils comprennent, ils sentent que dans les circonstances actuelles, alors que le monde devient vraiment multipolaire, ils perdent la possibilité d'évaluer les autres. C'est une question philosophique, et nous la prenons patiemment. Mais pour eux c'est douloureux, malheureusement. C'est une question philosophique, et nous la prenons patiemment. Mais pour eux c'est douloureux, malheureusement. C'est une question philosophique, et nous la prenons patiemment. Mais pour eux c'est douloureux, malheureusement. En politique, on préfère ne pas se focaliser sur les crises hystériques et la rhétorique russophobe, on préfère une approche business. Si on veut sauver des vies, nos actions doivent être pragmatiques et concrètes. Question, bon, passons à l'intervention dans un sens différent. Comme vous le savez, les États-Unis ont officiellement déclaré qu'il était absolument sûr que c'est la Russie qui est à l'origine du piratage de la correspondance du Parti démocrate et de l'ingérence dans le processus démocratique. Les États-Unis ont promis aujourd'hui des représailles proportionnées. Cela te dérange ? S.V. Lavrov, eh bien sûr, c'est flatteur d'avoir une telle attention, étant une puissance régionale, comme nous appelle parfois le président Barack Obama. Tout le monde aux États-Unis pense que c'est la Russie qui accueille le débat présidentiel aux États-Unis. Comme je l'ai dit, c'est flatteur, mais absolument pas étayé par des faits. Nous n'avons vu aucune preuve. Nous n'avons pas non plus reçu de réponse à une proposition que le bureau du procureur général de la Fédération de Russie a envoyée il y a près d'un an, en novembre dernier, au ministère américain de la Justice pour organiser des consultations d'experts sur la cybercriminalité. Lorsque j'ai dit à J. Kerry en juillet ou en août que notre proposition avait été renvoyée en novembre de l'année dernière, il a été très surpris et a demandé quel genre de réponse nous avions reçu. J'ai répondu qu'aucun. Il n'y a pas eu de réponse, et lorsque nous avons rappelé au ministère américain de la Justice la demande officielle du procureur général, ils ont dit verbalement qu'ils n'étaient pas intéressés. Vous vous souvenez que les Américains n'étaient pas non plus intéressés par notre avertissement que les frères Tsarnaev étaient dangereux. Nous les avons prévenus un an avant l'attentat du marathon de Boston. Le FBI a alors déclaré qu'il s'agissait de leurs citoyens et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. D'accord, mais je pense que si vous voulez discuter de la cybercriminalité et la réduire, vous devez être professionnel, pas russophobe. Question, revenons aux faits. Vous le niez. S.V. Lavrov, nous ne le nions pas, mais ils ne l'ont pas prouvé. Question, alors vous ne le niez pas ? S.V. Lavrov, la présomption d'innocence. Question, alors vous ne le niez pas ? S.V. Lavrov, non, j'essaie juste de prendre la place d'un politicien américain. Le président américain B. Obama, bien sûr, est un avocat, il a reçu la formation appropriée. Question, le député républicain, chef du comité de sécurité nationale, a déclaré que le régime de Vladimir Poutine a traversé toutes les frontières et que le président russe devrait savoir que les États-Unis ne permettront pas à des adversaires étrangers d'influencer le processus politique américain ou l'avenir de ce pays. Vous niez et dites qu'il n'y a aucune preuve. Qu'en est-il des motifs ? Le président Vladimir Poutine, dans une interview à l'agence Bloomberg, a déclaré que « Est-ce important de savoir qui a piraté les données du siège de campagne de Madame Clinton ? Est-ce important ? Il est important de savoir quel est le contenu de ce qui a été présenté au public. » Alors il l'a commenté. S.V. Lavrov, maintenant que cela est devenu public, c'est un fait bien connu. Question, vous avez dit qu'il est du devoir du gouvernement de laisser l'information sur le cambriolage parvenir au public. Mais ici une autre question se pose. Il semble que la Russie s'ingère toujours dans les affaires intérieures du côté de l'un des candidats à la présidence. Le mois dernier, votre représentant permanent auprès de l'ONU, V. Churkin, s'est adressé au secrétaire général de l'ONU, de nombreux autres diplomates en ont également parlé, pour réprimander le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Al-Hussein, qui a prononcé un discours bien connu sur le danger des démagogues d'ultra-droite, mentionnant des Trump, le Premier ministre hongrois V. Orban et la chef du Front national français Marine Le Pen, mettant en garde contre le danger du populisme en Europe. S.V. Lavrov, voulez-vous dire qu'il l'a traité de démagogue ? Question, oui, il a critiqué les démagogues. S.V. Lavrov, je pense aussi qu'il est démagogue. Question, le fait est que V. Churkin a dit avoir reçu un ordre de votre département, c'est-à-dire de vous, de faire cette démarche diplomatique auprès du secrétaire général de l'ONU. Avez-vous donné de telles instructions, et si oui, pourquoi ? S.V. Lavrov, vous avez commencé votre question par la phrase « Il semble que ». Je comprends que c'est une façon très correcte de décrire ce qui se passe. Question,
Mais pourquoi avez-vous exigé de critiquer celui qui a critiqué Donald Trump? S.V. Lavrov, je vais m'expliquer. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a fait une déclaration totalement inacceptable. Son devoir est de protéger les droits de l'homme, pas de donner des avis à des pays souverains. Il n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires intérieures et de donner des caractéristiques aux dirigeants d'autres États. Question: la plupart d'entre eux ne sont pas des dirigeants, mais des partis accusés de violer les droits de l'homme. S.V. Lavrov, vous avez mentionné le Premier ministre. Question: un Premier ministre. Sergueï Lavrov, nous avons chargé Vladimir Churkin de transmettre au secrétaire général exactement ce que je viens de dire. Il est absolument inacceptable que le haut-commissaire aux droits de l'homme aille si loin au-delà de ses fonctions directes, qui ne comprennent pas l'évaluation d'autres hommes politiques. Point. Le nom du Premier ministre, des Trump ou tout autre n'a jamais été mentionné. Question: les diplomates ont dit le contraire. Ils ont dit que vous aviez spécifiquement mentionné des Trump. Apparemment, la Russie s'ingère dans le processus politique du côté de l'un des candidats. S.V. Lavrov, si vous écoutez ce que disent les diplomates, alors vous devriez aussi écouter mon bon ami JMRO, B. Johnson, ils sont très excités. Je peux dire officiellement et de manière très responsable que V. Churkin a été chargé de prendre une mesure diplomatique concernant le comportement inacceptable du haut-commissaire aux droits de l'homme par rapport à son mandat. Son travail consiste à s'occuper des violations des droits de l'homme, pas des personnalités. Il ne peut pas simplement prendre et décider par lui-même qui a raison et qui a tort. Question: êtes-vous d'accord qu'Hillary Clinton a dit lors du dernier débat que la Russie avait clairement fait savoir qu'elle ne voulait pas qu'elle gagne les élections? Que attendez-vous si elle gagne? S.V. Lavrov, je ne suis pas concerné par les attentes et je ne peux pas discuter avec Hillary Clinton. J'ai travaillé avec elle lorsqu'elle était secrétaire d'État américaine. Soit dit en passant, nous avons signé un accord en 2012, si ma mémoire est bonne, sur l'assouplissement du régime des visas pour les citoyens de la Russie et des États-Unis, ce qui, à mon avis, est toujours très utile. Je ne peux pas commenter la campagne électorale américaine. Bien sûr, je regarde parfois ce qui passe à la télévision, mais c'est aux Américains de décider. Question: êtes-vous préoccupé par la réponse symétrique promise par la Maison-Blanche? S.V. Lavrov, il est inutile de faire des suppositions à ce sujet. S'ils décident de faire quelque chose, laissez-les faire. Mais dire que la Russie s'ingère dans les affaires intérieures des États-Unis est tout simplement ridicule. Permettez-moi de vous rappeler, à vous et à vos téléspectateurs, qu'il y a quelques années, après la crise ukrainienne et le coup d'État anticonstitutionnel à Kiev, le Congrès américain a adopté une loi, je pense qu'elle s'appelle la loi ukrainienne sur le soutien à la démocratie, qui a directement chargé le département d'État soutenir les institutions et les sociétés démocratiques en Russie, la rendre plus démocratique. C'était une instruction directe au département d'État, une instruction d'ingérence dans les affaires intérieures de la Russie. Nous ne le faisons pas et ne le ferons pas. Soit dit en passant, lorsque l'URSS et les États-Unis ont établi des relations diplomatiques, ils ont échangé des notes. À la demande des États-Unis, ils comprenaient un engagement des deux parties à ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de l'autre. Il y a quelques années, nous avons proposé à Washington de confirmer cet engagement, mais nous avons été refusés. Question: je voudrais terminer par une question plus large. Les relations entre vous et les États-Unis semblent très mauvaises. La Russie a placé à Kaliningrad, qui, comme nous le savons, est situé à proximité de plusieurs pays de l'OTAN, des missiles capables de transporter des ogives nucléaires. Votre ministère de la Défense a averti que toute action militaire américaine en Syrie serait considérée comme une menace directe pour l'armée russe et a mis en garde Washington contre une telle action. Le président russe Vladimir Poutine s'est retiré de plusieurs accords, notamment sur le stockage du plutonium radioactif. La situation va-t-elle empirer? Les gens sont quelque peu inquiets, l'état actuel de la guerre froide pourrait-il dégénérer en une véritable guerre entre les deux pays? S.V. Lavrov, je ne pense pas. Nous n'avons absolument aucune intention de ce genre. Bien sûr, nous entendons des déclarations de l'armée américaine selon lesquelles la guerre avec la Russie est inévitable. Je leur laisse le soin. Quant au placement d'armes sur notre territoire, c'est notre territoire. Question: c'est effrayant. S.V. Lavrov, c'est notre territoire. Mais non seulement les États-Unis ont quadruplé, autant que je m'en souvienne, les coûts de maintien des déploiements en Europe de l'Est, mais ils ont déplacé l'infrastructure de l'OTAN à nos frontières. Désormais, leur dernier avion F-35, équipé d'une version moderne des bombes nucléaires, sera déployé près des frontières russes. Et ce n'est pas le territoire des États-Unis. Nous n'allions pas nous retirer des traités qui étaient le fondement de la stabilité stratégique. Mais lorsque les États-Unis se sont retirés du traité sur les missiles antibalistiques,
George W. Bush a dit à Vladimir Poutine qu'il avait compris que nous n'aimions pas cela, mais que nous n'étions plus des ennemis. Donc, si la Russie veut prendre des précautions, prenez des mesures de rétorsion, s'il vous plaît. Malheureusement, ce projet de défense antimissile a gravement perturbé la stabilité mondiale, et les projets de déploiement des segments européens et asiatiques nous ont fortement perturbés. C'était une tentative évidente d'obtenir un avantage unilatéral. En ce qui concerne l'accord sur le plutonium, j'espère que vous savez que les États-Unis n'ont pas respecté leurs obligations en vertu de celui-ci, ils ont simplement échoué en modifiant la manière dont le plutonium était éliminé, ce qui était décrit dans l'accord. L'accord est devenu invalide parce que les États-Unis ne l'ont pas respecté. Nous avons rempli nos obligations et continuerons de les remplir. Quant aux autres accords, par exemple sur la coopération entre la Russie et les États-Unis dans le domaine de l'énergie nucléaire, j'ai tout expliqué au secrétaire d'État John Kerry il y a longtemps, il y a 2 ans et demi, peu après la crise ukrainienne. Le département américain de l'énergie a envoyé une note officielle à la Fédération de Russie indiquant qu'en raison des circonstances, Washington suspend toute coopération sur ces accords. Cela fait 2 ans et ils ne veulent toujours pas coopérer. Et cela malgré le fait que John Kerry m'ait assuré que c'était une décision stupide et que notre coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire et de la sécurité nucléaire ne devrait pas en souffrir. Mais apparemment personne n'a rien fait. Cela doit donc être considéré comme une simple description de la situation actuelle, et non comme notre intention de nous retirer de certains accords importants. Question, je voudrais aborder un sujet qui peut sembler presque oublié aujourd'hui, l'harmonie culturelle entre la Russie et les États-Unis. Donc, en un mot. Van Cliburn, un musicien du Texas, est très célèbre et aimé de beaucoup. Il y a un nouveau livre sur lui. Cela suscite des sentiments nostalgiques, car même pendant la guerre froide, il y avait une sorte d'unité culturelle entre la Russie et les États-Unis. Van Cliburn était très apprécié dans les 2 pays. Dites-nous, s'il vous plaît, quand vous vous souvenez de ces moments, comment vous sentez-vous? S.V. Lavrov, je suis vraiment désolé de ce qui se passe actuellement dans les relations russo-américaines. Je suis sûr que nous avons beaucoup en commun avec le peuple américain. Au niveau des gens ordinaires, en règle générale, il y a toujours une compréhension mutuelle. Les politiciens ont leurs propres objectifs. Mais je ne peux que souligner encore une fois que nous n'avons pas entamé cette phase très malsaine de notre relation. Cela a commencé bien avant les événements en Ukraine et en Syrie. J'ai eu l'occasion d'aborder ce sujet récemment. N'oublions pas la loi Magnitsky, la réaction de Washington au scandale avec Snowden, qui s'est retrouvé en Russie. Le président Obama a même annulé sa visite à Moscou parce que nous n'avons pas extradé Snowden. Pour une raison quelconque, il pense que nous sommes en fait impliqués dans son arrivée en Russie et son prétendu recrutement par nos services spéciaux. C'est ridicule, car Snowden n'a pas volé en Russie, mais en Amérique latine. Dès qu'il a quitté Hong Kong, il s'est vu retirer son passeport américain. Nous avons reçu un avis officiel indiquant que son passeport n'était pas valide et que nous n'étions pas autorisés à le laisser prendre un vol. Nous ne pouvions même pas le laisser entrer sur le territoire russe. Il a été contraint de rester à l'aéroport et a envoyé une demande d'asile politique ou de statut de réfugié. Nous lui avons donné cet abri. Mais cet incident a provoqué une telle réaction nerveuse. Comme je l'ai déjà dit, le président Barack Obama a même annulé sa visite en Russie. Par conséquent, les insultants politiques, l'incapacité de donner une réponse proportionnée, malheureusement, conduisent souvent à de grosses erreurs. Question, Monsieur le ministre, merci beaucoup. S.V. Lavrov, merci. Question, permettez-moi de poser encore une dernière question, un peu effrontée. La Russie avait sa propre situation d'émeute de chatte. Que pensez-vous de la situation des émeutes de chatte de Donald Trump? S.V. Lavrov, je ne sais même pas. L'anglais n'est pas ma langue maternelle. Mais, en utilisant votre propre terminologie, il y a tellement de « chat » autour de votre campagne électorale de tous les côtés que je ne veux même pas la commenter. Merci d'avoir téléchargé le livre de la bibliothèque électronique gratuite royalib.com, http://royalib.com. Laissez un avis sur le livre, http://royalib.com/comment/lavrov-sergei/interview-programme-na-télécanal-siennan.html. Tous les livres de l'auteur, http://royalib.com/auteur/lavrov-sergei.html.